Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Dieu merci. Ouais, Ok. merci. Donc, vous avez la parole. D'accord. Aujourd'hui, je viens pour vous remercier de tout ce que vous faites pour toute la Côte d'Ivoire. Et en deuxième position, j'ai deux questions que je me pose tout seul. Et je me demande quelle serait la finition si nous ne tiendrons pas compte, ou soit la politique ne tient pas compte ivoirienne. Parce que quand nous regardons aujourd'hui le Mali avec ses djihadistes, à quelque part, il faut se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui provoque tout ça? Et pourquoi? Mais moi, de ma connaissance, je me dis qu'il y a une certaine pauvreté qui a tellement évolué dans la population malienne qui fait que ces jeunes arrivent à aller se donner à la suicide. Mais nous regardons aujourd'hui le côté du Mali. Mais si cela continue, quels seraient nos sorts en Côte d'Ivoire? Mais je dis cela en me penchant sur deux ou trois personnes que je trouve deux ou trois personnes que je trouve qui ne font pas assez pour aider la population, la jeunesse ivoirienne. Un d'abord, il parle de la vie chère. Mais je me suis dit qu'il y a une bonne solution à ça, qui est M. Adjoumani, M. Mamadou Touré. Je crois que les deux doivent être les meilleurs peut-être pour travailler ensemble, pour aider la jeunesse ivoirienne. Et clairement, aujourd'hui, nous voyons ces djihadistes au Mali. Mais moi, je me dis que si nous ne faisons pas attention, dans peu de temps, les mêmes vont se retrouver chez nous. Ou soit c'est la jeunesse ivoirienne qui va aller se faire recruter. Parce que quand tu regardes le nord, en vrai dire, il n'y a rien au nord là-bas sur lesquels les jeunes peuvent se reposer dessus ou bien se baser dessus, qu'ils peuvent peut-être avoir les moyens de mieux survivre. Mais qu'est-ce que l'État fait? Et rien. Et ceux du Mali qui vont se donner ou bien se faire inscrire dans la liste, sur la liste des djihadistes, parce qu'ils n'ont rien. Et à quelque part, moi je me dis, à un moment donné, ça serait encore les mêmes jeunes de la Côte d'Ivoire peut-être qui vont vouloir aller s'inscrire sur ces listes-là. Et pourtant, quand je regarde le Nord, nous avons tous les avantages de pouvoir réussir là-bas. Mais qu'est-ce que l'État fait? Moi, je ne vois rien. Mais est-ce que vous savez est-ce que vous savez qu'actuellement il y a un programme de plus de 3000 milliards qui sont en cours au Nord? J'ai entendu, mais en connaissant, le gouvernement... Non, mais au moins il faut situer les choses dans leur contexte. Oui. Votre question, est-ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire fait quelque chose pour que les jeunes ne puissent pas tomber dans le terrorisme? À cette question-là, j'aurais souhaité qu'on dise les choses. Peut-être que vous pouvez pousser la réflexion. Mais si on dit que l'État ne fait rien, ça ne serait pas juste. Cher frère, il faut que je dise cette vérité-là. D'accord. Je peux accepter vos dires. Non, les faits aussi sont là. Je préfère que tu acceptes les faits
Si tu veux même, je peux te les citer. D'accord, j'accepte les faits. Voilà. Parce que je vous crois beaucoup et j'ai beaucoup confiance en vous. Parce que moi, de mon côté, il y a une crainte qui est là. Parce que l'État peut en parler. Mais est-ce que ceux qui ont la main ceux qui sont à l'appareil, est-ce qu'ils vont travailler comme il se doit? Il y a ça aussi qui nous inquiète. Parce que quand tu regardes le programme des cadres du Nord, parce que si ceux-là avaient trouvé d'abord, dès qu'ils ont parlé du cadre du Nord, ça a été des trucs dits et ça a été laissé. Moi, je me dis aujourd'hui, que ça a été laissé à l'abandon. C'est ce que je me dis. Ça n'engage que moi. Parce que jusqu'où mon niveau de connaissance arrive. Mais aujourd'hui, on parle encore des millions qui ont été déclarés. Et du moment, je savais bien que dans le passé, Mamadou Touré en avait eu encore des millions pour pouvoir investir sur les jeunes. Mais rien n'a été fait. Et qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ça serait suivi comme il le faut. Maintenant, si on laisse encore, ou bien si peut-être que ceux qui ont la main encore dans l'appareil, ceux qui sont à l'appareil et qui n'arrivent pas à faire quelque chose de bon, et qui n'est pas ce qu'ils doivent prendre, et que ça doit être une obligation pour eux de pousser les jeunes à venir s'inscrire, à pouvoir les aider. S'il faut dire, ça doit être une obligation pour l'État ou bien ceux qui sont à l'appareil. Parce qu'en les laissant aller à eux-mêmes, ils ne vont rien foutre. Et puis l'argent là, on ne verra rien dedans. Et là, au Mali, quand ça va s'exploser, alors c'est nos frères encore qui iront au Mali aller s'inscrire. Ou peut-être si les mêmes, comment il s'appelle, lui qui est en train d'enregistrer les jeunes, se retrouve encore à nos frontières, ça serait encore les mêmes. Et pourtant, quand je regarde Adjoumani, Mamadou Touré, ils ont plusieurs solutions, même s'ils n'ont pas de solutions, mais quand ils se rendent auprès des moniteurs de l'agriculture, ils peuvent encore leur ouvrir plusieurs voies. Parce que le Nord est encore beaucoup riche pour pouvoir aider. Quand je dis riche, je parle de la terre. Parce qu'en parlant de la vie chère, il faut directement penser à la terre. Et si les moyens sont mis à la disposition de la jeunesse, je crois que nous n'en parlons plus de la vie chère. Et les moyens sont là. Mais je me demande, est-ce qu'ils vont l'appliquer comme il se doit? C'est ce côté qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, au niveau de la jeunesse ivoirienne. Ça, c'est deux. Est-ce que vous aurez souhaité qu'on épuise cette question-là, si vous me donnez un petit moment? Il n'y a pas de problème. Je suis totalement, vous comprendre. voilà, je suis totalement d'accord avec les craintes que vous étiez en train de mettre. C'est totalement normal. Quand on sait qu'on a des dirigeants, on a des personnes en qui on avait foi, à qui, comme tel Mamadou Touré par exemple, de fortes sommes avaient été remises pour pouvoir mettre la jeunesse dans une certaine condition de travail, les choses n'ont pas été faites comme il se devait. Et donc je viens de mettre un lien que vous pourrez vérifier après de ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, ce que vous dites c'est totalement normal. Si on prend le problème sous cet aspect-là, on aurait beaucoup de craintes. Et c'est pourquoi depuis que ces fonds ont été annoncés, moi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui là, l'Afrique même est un continent même pas du tout industrialisé. Et donc, parlant de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, c'est le défi de l'industrialisation qui est notre plus grand problème. Aujourd'hui, quelles sont les cultures produites au nord, ou bien quelles sont les opportunités d'industrialisation au nord de la Côte d'Ivoire par exemple? C'est sur ça. Au lieu de prendre l'argent pour distribuer en petits morceaux ou bien faire des calculs arabes, on a donné à 10 personnes, après 10 personnes viennent dire c'est une personne, après on te dit l'autre a fui pour aller. Pourquoi ne pas faire des industries? Voilà la première question que moi je pose. Pourquoi ne pas augmenter le nombre d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires? Ça aussi, ça serait important. Et pourquoi ne pas offrir des opportunités de formation aux jeunes? Tout ça, c'est du concret. Et c'est très important. Mais il faut dire que depuis très longtemps, le gouvernement est sur le terrain et fait beaucoup. Parce que la lutte contre le terrorisme, la meilleure arme contre le terrorisme réside même dans l'anticipation.
Et vous verrez que le gouvernement ivoirien a bien compris cela. Depuis le 10 juin 2021, il y a la lutte internationale de la lutte contre le terrorisme qui a été mise à Jacquesville. C'est très important. Ça, c'est un aspect militaire. Mais pour nous, ce qui est le plus important, parce que l'aspect militaire dissuade, mais l'aspect social est une prévention. Et le gouvernement fait beaucoup en ce sens-là. Pratiquement, si je prends les exemples depuis le 24 mars 2022, il y a beaucoup de programmes qui sont là. Par exemple, il y a eu par exemple le programme de 378 milliards qui va servir à l'achat de matériel et d'autres points par exemple. Mais la grande pauvreté dont vous parlez, effectivement sert de terreau fertile à l'extrémisme. Et aujourd'hui, si vous voyez que le terrorisme à la peau dure, l'une des premières choses qu'on vérifie partout, le terrorisme à la peau dure, c'est la pauvreté. Mais le gouvernement ivoirien, comme je le disais, dans son programme du gouvernement PS Group 2022-2024 par exemple, a mis plus de 2 milliards de fonds spéciaux qui vont servir aux jeunes de la Bago, du Tchologo et du Bonkani par exemple. Ça, c'est déjà un exemple qu'il faut saluer. Et le coût global même du projet, jusqu'en 2024-2025, va autour de 8 milliards 602 216 30 francs CFA. Et tout ça, c'est important. Ça, c'est ce que le gouvernement fait. Mais en plus de cela, les Américains même encore se sont impliqués dans le dossier pour essayer d'endiguer le phénomène. Et aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire quand même est un modèle quand il s'agit de la prévention et de la lutte intelligente contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire est quand même un modèle. Mais cela n'exclut pas les questions que vous avez posées, puisqu'on dit on tue une fourmi à cause de son comportement. Même quand elle n'a pas mordu, on sait que c'est un insecte qui mord. Et donc là, on ne cherche même pas à comprendre. Tous ceux qui ont été défaillants dans la gestion des programmes socio-éducatifs et économiques, comme par exemple l'agence emploi jeune, il faut pouvoir les désengager. Maintenant, ce qui concerne les fonds de l'État américain, ça, je suis sûr que ces fonds-là ne pourront pas être dilapidés parce que l'Américain ne donne pas l'argent cadeau sans chercher à voir dedans. Mais les programmes du gouvernement, là, c'est ce que moi je dis toujours, si on veut réellement aider, si on veut réellement corser la lutte contre le terrorisme, il faut donner aux jeunes gens et à nos populations une raison d'exister. Ça fait un. Parce que la raison d'exister, c'est ce qui va te permettre de tenir à la vie. Et ça, c'est très important. Pourquoi je vis? Je vis parce que je peux défendre ma dignité à travers le travail. Et donc, ça, c'est une première raison. Et une deuxième raison, il faut convaincre les gens à travers ce qu'on peut leur donner pour ne pas envier ce que les terroristes, ou bien pour ne pas tomber dans le piège que les terroristes leur diront. Et comment, aujourd'hui, par exemple, si les jeunes ont toutes les commodités qu'il faut, s'ils ont tout ce qu'il faut, aujourd'hui, en plus même de se sentir à l'aise dans les régions qui pouvaient être favorables à un message de terrorisme, je crois qu'on peut même utiliser ces jeunes-là comme des moyens même d'information. Parce qu'un jeune qui a tout ce qu'il veut dans sa région et qui a un standard de vie qui ne lui fait pas envier un jeune qui est dans les grandes villes ou bien dans la sous-région, tu crois que ce jeune homme-là va accepter de mourir? Tu crois que ce jeune homme va accepter de s'embrigader dans un mouvement qui n'a pas de lendemain? Parce qu'à la fin de la journée, les djihadistes, là, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'auront pas d'État. Mais ils vivent sur le grand banditisme. Voilà la réalité. Quand tu demandes aux djihadistes, quel est votre objectif? Ils vous disent c'est un objectif religieux. Mais on vous dit, bon, si c'est religieux là, mais pourquoi vous tuez les musulmans? Parce que les plus grandes victimes du djihadisme, ce sont les musulmans. Ça aussi, c'est une vérité. Et ça, c'est partout. Que ce soit de l'Afghanistan, en passant par l'Irak, en passant par, comment je vais appeler, partout où tu veux, au Nigeria, à Maïdougouri, tout, les plus grosses victimes ont toujours été les musulmans. Et donc, comment tu peux tuer les musulmans et dire que toi-même, tu es en train de défendre les musulmans? Ça, ce message-là ne tient pas. Deuxième message, il faut que nos populations elles-mêmes aussi s'impliquent. Parce que dire non, le terrorisme est là, on peut tout justifier, mais si toi-même tu n'as pas donné l'importance à ta vie, c'est ton problème. Donc, les jeunes gens doivent justifier l'intérêt qu'ils portent à la vie en se disant, ce que nous voyons à la télévision, c'est de la réalité. Quand on te montre comment le Mali et d'autres pays sont désorganisés aujourd'hui, dézingués complètement, le choix il est vite fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut voir notre pays? Ou bien est-ce que c'est comme ça qu'on veut voir l'avenir de nos enfants? Et donc, les populations elles-mêmes doivent faire une collaboration franche avec les autorités sécuritaires et étatiques afin d'en arriver
à une solution qui nous arrange. Parce que la plus grande force des djihadistes, c'est d'abord la peur. Ils viennent et vous disent, si vous ne faites pas ça, on va vous tuer. Et quand tu as peur, tu veux défendre ta vie, tu te tais. Et c'est là que tu rentres dans l'engrenage du deuxième piège. Parce que tu te dis, comme je n'ai pas envie de mourir, donc je ne vais rien dire. En ne disant rien, tu leur donnes de la force pour te tuer. Et ça, allez demander aux gens qui sont au Burkina, leur silence là, ça les a conduits à la mort. Et donc, les populations doivent activement, le 100 c'est zéro, c'est gratuit. Le 111 c'est gratuit. Le 143 c'est gratuit. Vous appelez en privé ou même vous vous adressez à qui de droit et c'est fini. Ça sauve des vies et ça permet aux autorités d'être aussi à l'aise. Parce que quand l'autorité même sait que la population même est engagée dans le combat contre le terrorisme, ça leur permet d'être encore galvanisés davantage. Et je crois que cette lutte-là aussi, il faut bien l'expliquer aux populations, faire des campagnes de sensibilisation, faire des messages dans nos radios locales ou communautaires, dans les langues, puisque dans chaque région aujourd'hui, même dans, je dirais même presque dans les villages, il y a des radios locales. Il faut informer les gens, les préparer aux techniques, aux différentes techniques. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est nouveau dans le village que vous ne connaissez pas, dites-lui d'aller chez le chef du village pour se signaler. On prend sa carte d'identité là-bas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand même, on trouvera une ou deux personnes qui savent lire. On enregistre. Parce qu'il y a aujourd'hui un database, comment je vais appeler ça, un nombre de trucs, de données. Il y a près de 2 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, là, ils sont dedans. Et donc, si par exemple, toi, tu reçois quelqu'un chez toi, tu n'as pas pris le temps de vérifier, et que demain, il y a un crime, on ne saura jamais de quoi il est question. Mais par contre, si par exemple, quelqu'un était venu dans notre village, et qu'on l'a signalé, il s'appelle éclaireur, on a pris les informations sur lui, et quelques jours après, éclaireur a disparu, et maintenant on voit qu'il y a des mauvaises choses qui se passent dans la région, mais on se connaît entre nous au village, on était là avant, il n'y avait pas ça. Donc les nouvelles personnes qui sont venues dans le village là, il suffit de dire, bon, quelles sont les personnes qui sont venues ici de telle période à telle période. On met les noms ensemble, on donne ça à l'autorité. Ah, depuis 15 jours, voilà le groupe de personnes qui sont venues ici. Et voilà donc les trucs. Les autorités ont la capacité de vérifier. Et souvent, là, on fait du matching, on retrouve des terroristes dedans. Et ça leur permet de bien axer leur lutte. Et ça, aujourd'hui, il faut que la population comprenne cela. Pour d'abord se sauver, c'est très important. Et c'est ce que j'allais dire. Et si peut-être vous avez peut-être d'autres choses à dire ou bien des observations avant de pouvoir poursuivre sur le deuxième point. Ce que vous venez de dire, c'est très bien dit. C'est vrai que nous devons informer la population de s'approcher au programme qui a été donné. Ça, c'est d'un. Mais est-ce que l'État aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas s'asseoir pour dire que l'État va venir taper devant votre porte, venez vous inscrire. Mais l'État même doit avoir les moyens aussi de communication pour informer la jeunesse. Ils le font. Vu ce que vous venez de dire. Je vous donne un exemple, par exemple. Même M. Patrick Hachi, si je ne me trompe pas, si je peux prendre le risque de dire qu'il est actuellement dans le nord, en train de faire des tournées. Ça veut dire que la montagne s'est déplacée quand même. Ouais. Parce que si la montagne ne vient pas à toi, toi tu parles à la montagne. Mais il faut reconnaître quand même que ces autorités, en tout cas, quand il y a des choses dans le pays, elles font l'effort. Même si peut-être on ne salue pas. Par exemple, quand on voit par exemple Patrick Hachi aller au marché et autres, pour dire quand il y avait la vie chère, c'est de la com, c'est de la publicité. Mais c'est déjà important. Ouais. C'est déjà important. Derrière cette action-là, il faut des mesures concrètes. Parce que quand on dit aux gens, par exemple, ah bon, il faut qu'on diminue les prix, le Premier ministre même était au marché ici. Ça ne diminuera jamais le prix. C'est à nous maintenant de trouver les mécanismes pour dire à nos autorités, c'est vrai, vos présences sont importantes, mais créer des mécanismes concrets. Ils en font déjà suffisamment. Mais quand je prends par exemple la lutte contre la cherté de la vie, il y a combien de personnes qui ont appelé pour se plaindre que dans leur quartier, il y a un boutiquier qui vendait le savon à un prix qui n'est pas homologué. Très peu d'Ivoiriens. Nous, on veut tout laisser à l'État. Mais l'État aussi a d'autres priorités. Et l'État n'a pas pour vocation, en toute sincérité, de faire le bonheur de chaque Ivoirien selon ce que cet Ivoirien-là veut. L'État a pour vocation de créer les conditions globales pour que chaque Ivoirien puisse décider du niveau de bonheur qu'il veut se donner. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Toujours c'est bien dit. C'est la meilleure des réponses. Mais
ici, moi, je voudrais que l'État aussi prenne l'exemple sur l'Occident. Parce que quand tu regardes ici, quand tu regardes les champs des agriculteurs européens, que ce soit en Espagne, Italie et autres, qu'est-ce qu'on ne leur donne pas? Vous imaginez qu'on donne, parce que eux d'abord, comme tu l'as dit, ils proposent juste un montant, mais non. Formez d'abord les jeunes. Il faut avoir des centres pour pouvoir les former, comme vous venez de le dire, et après maintenant les jeter à la pâture, pour qu'ils puissent faire quelque chose. Mais quelqu'un qui n'est pas formé, et que vous lui donnez de l'argent, ou bien peut-être vous lui dites que bon, voilà, on a un terrain de 5 hectares à 6 hectares pour vous proposer. Mais l'argent que vous allez lui donner, et si jamais il n'a pas les vrais moyens, ou bien il n'a pas une connaissance, non, il n'en a même pas. Le terrain. Non, il n'en a même pas. Voilà. Il n'en a même pas, ça c'est la vérité. Donc après, voilà, ça ne sert à rien qu'on donne, ou bien on va proposer de l'argent. Moi je pense que les deux personnes-là, le ministre de la Jeunesse, ou bien M. Patrick Adjoumani, ont tous les moyens de se déplacer pour venir en Europe, voir comment les Européens arrivent à installer les agriculteurs. En partant sur ces branches-là, vous allez voir qu'on n'en parlerait plus de la vie chère. Prenons un exemple. Vous quittez à Paris, ou bien en banlieue parisienne, je vous jure, éclaireur, vous n'allez pas voir 3 hectares ou 2 hectares d'arbres. Tout est plantation. Des millions de vues. Si ce n'est pas du céréal, c'est du maïs, c'est de tout ce que vous ne pensez pas. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien, mais qui veulent s'engager. Et il y a un centre pour les former. 1 an, 6 mois ou 2 ans, après maintenant, on les installe. Et l'État les suit avec des agriculteurs, comme on appelle chez nous là-bas, des moniteurs. Mais si l'État se met dans ça, chez nous, en Côte d'Ivoire, je vous jure qu'on n'en parlerait plus de la vie chère. Regarde au nord, à un moment donné, la tomate quitte où? Tout quitte au nord. Ça prend 2 mois, 3 mois, après les tomates sont pourries, c'est fini, ou soit en cours de voyage, il n'y a pas de route, on jette tout. Mais aujourd'hui, à Liamdoulaye, il y a la route. Les tomates, quand ça quitte directement le nord, directement à Abidjan. Mais supposons que si on pensait à ça, ceux qui arrivent à faire un peu, et puis on les forme encore, on les installe, soit avec des machines, des tracteurs. Et après, maintenant, on peut installer des usines de tomates, de fabrication de tomates pour faire en pâte. Et comme encore le maïs et l'arachide. L'arachide vient d'où? Du nord. Le coton vient d'où? Du nord. Les graines de coton, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est de l'huile. Mais si on formait des gens et qu'il y a des machines, des tracteurs pour pouvoir les aider, je vous jure que en 1 an, 2 ans de formation, on n'aura plus besoin. C'est nous qui allons exporter le riz, la tomate pour donner aux autres et non pas aller chercher pour envoyer en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je voulais dire. L'agriculture, on a de la bonne terre. On peut bien le faire. Mais comment aider ces jeunes-là à les insérer comme il se doit? C'est ça le gros souci aussi. Effectivement, vous avez totalement raison. Et cher frère, moi j'ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays d'une longue culture d'agriculture. Même avant les Blancs, toute l'Afrique était même un continent d'agriculture. Le problème, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire subventionne le matériel agricole? C'est-à-dire, moi, je m'en vais me payer un tracteur quand je viens là. Cette volonté du ministère de l'Agriculture doit dire, éclaireur, tu es un Ivoirien, tu vas payer. Si les taxes devaient te coûter peut-être 1 million, tu vas payer peut-être 500 000. Est-ce que tu me comprends? S'ils font ça, les gens vont et commandent leur machine là, ils viennent là. Toi, tu penses que les gens n'ont pas envie de faire l'agriculture? Pour lutter contre l'insuffisance alimentaire ou beaucoup d'autres défis, il faut que le gouvernement joue une part franche en détaxant, je ne sais pas si c'est le bon mot que j'utilise en français, en détaxant
le matériel agricole. Ça, ça serait un premier avantage parce que ça va permettre à tout le monde d'aller payer de la paie. Si ce n'est pas agricole, on te taxe comme il se doit. Deuxième chose, les populations elles-mêmes doivent comprendre quelque chose. Quand on dit la vie est chère, là, la vie n'a jamais été chère pour ceux qui sont aux commandes de l'État et qui disent qu'ils sont en train d'aider à combattre la vie chère. Je ne les stigmatise pas. Je veux dire, quand on dit que la vie est chère, là, c'est toujours sur le dos des populations. Chère population, même si on dit que la vie est devenue 10 fois plus dure, là, Alassane Ouattara ne paye pas courant. Il ne paye pas l'eau. Il ne paye pas nourriture. Et puis on le paye pour ajouter dessus. Tous les membres du gouvernement sont comme ça. Donc quand eux sortent pour te dire que la vie est chère, c'est parce que ils veulent d'abord protéger leur pouvoir. C'est un exemple que je prends. Sinon, même hier, il y a eu la grève de la faim en Sierra Leone. Voilà. Et donc, tu ne verras jamais un officiel du gouvernement de quelques pays africains dire que la vie est chère et qu'eux sont en train de lutter réellement de bonne foi. Ça ne les intéresse pas. Parce que eux, là, leur vie, là, eux gagnent ça sur toi, ton dos. Toi qui penses que ce n'est pas ton problème, là, c'est sur toi, ton dos que le gouvernement se nourrit. Les anciens comme les nouveaux, c'est toi qui payes impôts, c'est toi qui payes taxes. Quand tu vas payer pain, quand tu vas te déplacer, quand tu vas, quel que soit ce que tu vas faire, même quand tu vas faire extraire les naissances, les timbres là, c'est ça eux prennent pour se nourrir. Donc eux ne seront jamais pauvres. Donc eux ne connaissent pas la vie chère. Mais toi qui connais la vie chère, toi qui ne pourras pas inscrire tes enfants, toi qui ne pourras pas être capable de manger ou même de soigner ton enfant ou même ta femme, c'est à toi, c'est à moi et c'est à nous de dire au gouvernement qu'est-ce qui nous arrange pour pouvoir faciliter la vie. Et en arrivant à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi combattre aussi les questions même du terrorisme. Et donc les populations elles-mêmes doivent être capables, à travers peut-être les conseils généraux de leur région, les députés de leur région, être capables de proposer les solutions qui les arrangent. Maintenant, si les décideurs aussi n'en tiennent pas compte, on peut dire, bon, les décideurs ont aussi failli. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. On ne peut jamais réaliser le bonheur de quelqu'un sans la présence de la personne. Si on va décider de notre bonheur sans nous, c'est que ce n'est pas notre bonheur qui a été décidé. Il faut que les populations comprennent ça. Pour qu'on décide de toi ton bonheur, là, il faut que toi-même tu sois là-bas pour dire je suis d'accord. Mais pour être d'accord là, vous avez eu un député, non? Quand je vois certains qui sont en train de se plaindre pour des postes de délégué régional, mais dites à ce même député-là de prendre les problèmes de sa région. Je parle d'Alpha Yaya. Prends les problèmes de ta région et puis viens mettre ça sur la table. Je n'ai rien contre ta personne, mais je vais dire que ça au moins, c'est ta population qui te nourrit. C'est un exemple que je prends. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il faut que les populations s'intéressent à la politique, ouvrent leurs esprits et posent les vraies problématiques à leurs politiciens, au niveau local comme au niveau national, pour ouvrir le débat avec eux. C'est très important. Vous voyez que les fonctionnaires, quand ça ne va pas, eux ils sortent pour affronter. Quand je dis affronter, je vais dire ils posent les problèmes et puis maintenant ils essayent de négocier. La population aussi a le droit de négocier aussi. Mais si on ne le fait pas et qu'on laisse tout le monde, c'est-à-dire l'État, l'État c'est tout le monde et personne à la fois. Et il y a un célèbre proverbe qui dit, quand on décide de laisser le traitement d'un problème à tout le monde, c'est que personne ne résoudra cette affaire-là parce que chacun pensera que chacun le fera. Mais quand on confie le traitement d'un problème à quelqu'un, ce quelqu'un sait qu'il a un droit, il a un devoir de résultat. Mais nous, on se considère comme qui? Nous, on se considère comme tout le monde. Mais quand tu as posé un acte contre tout le monde, ça peut être aussi considéré que tu as posé cet acte contre personne. Et ne nous considérons pas comme juste personne en tant que rien. C'est de cela qu'il est question. Impliquons-nous dans nos propres vies. Posons les vraies problématiques. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que nos dirigeants africains. Posons les vraies problématiques. Détaxer les prix des engins qui peuvent faire l'agriculture. Si maintenant les populations ne vont pas payer, on a détaxé, vous n'êtes pas allé payer. Donc vous ne voulez pas travailler. Ça aussi, c'est important à ajouter là-dessus. D'accord. Ce côté dont vous venez de dire, c'est vrai, la population doit partir. Mais c'est vrai qu'il y a un certain moment, en s'engageant, quand tu t'engages, je ne dirais pas pour tout le monde, je peux même dire, je prends l'exemple sur moi-même. Prenons peut-être l'exemple sur le manioc. Moi, je suis parti, j'ai 12 hectares de terre à côté du camp des terroristes à Jacqueline. Je suis allé à Dabou.
J'ai demandé des boutures de manioc. Et déjà, j'ai déblayé le terrain, tout et tout. Mais j'ai fait 2 mois d'attente. Mon temps de vacances, de congé est fini. J'étais encore là parce que je ne peux pas déblayer un terrain, me retourner. Je suis allé au CNRA à Dabou. Qu'est-ce que le CNRA me dit? C'est eux qui sont censés me donner des boutures de manioc. Bon, j'ai dit, je prends l'exemple sur eux, mais ils sont tous presque les mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Et d'abord, c'est ces boutures-là que l'État, je ne sais pas comment l'État les aidait à avoir et donnait aux planteurs. Maintenant, toi qui viens et que vous en avez besoin, vous allez les voir, on vous demande des sommes vraiment pas possibles. Mais maintenant, c'est à vous de dénoncer ça. Si vous avez les preuves, voilà. Et ça, il y a le gouvernement a créé un canal pour dénoncer. Il y a Spacia, vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez et c'est à vous, les populations. Comme je le disais, on ne décide jamais du destin de quelqu'un sans sa présence. Ce que vous êtes en train de, si vous avez les preuves, amenez les preuves, on les expose. C'est vraiment très important. Il faut que la population change de paradigme. Voilà. Après avoir pris 2 mois pour ça, j'étais obligé, les mêmes personnes où ils devaient aller prendre les boutures, parce qu'eux, ils ont donné les boutures de manioc à d'autres personnes pour pouvoir planter. Mais à moi, à mon retour, maintenant, pour que moi je puisse avoir les boutures, il faut qu'eux, ils passent par ces planteurs. Et moi, en me proposant de l'argent, il faut que je leur propose de l'argent, une somme de 200 000 pour un chargement. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous avez les preuves de ce que vous dites, apportez-nous les preuves. Parce qu'on a beau discuter de la question, on ne la résout pas. Il faut que chaque Ivoirien se dise, le gouvernement a mis des structures en place. Moi, je vais utiliser pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et sur cette plateforme-là, il n'y a aucune plateforme, je dis bien, il n'y a aucune plateforme, je vais dire en termes de cyberactivistes, qui combattent la corruption comme nous. On a plusieurs exemples à notre actif. Et donc, je suis un élève de la classe et je suis des démissions tous les jours et je suis à la réunion. Et donc, ce que je voulais, regardez l'exemple, prenez l'exemple sur le Bénin. Le Bénin, les Béninois même fabriquent les tracteurs. Et si l'État ivoirien se sent qu'il ne peut pas fabriquer, pourquoi ne pas aller en Inde, recruter des gens là-bas pour pouvoir venir fabriquer des tracteurs chez nous qui ont les mêmes équivalents que ceux du Bénin ou ceux de l'Europe ici, pour pouvoir aider les jeunes. Même si vous n'avez pas l'argent pour payer sur place, mais en vous donnant des terres et que c'est vous qui travaillez dessus, vous pouvez payer en plusieurs mensualités. Mais cela ne se fait jamais en Côte d'Ivoire. Mais quand vous allez au Bénin, il y a un site qui est là. Moi-même, peut-être que j'en ai discuté avec ces personnes-là. C'est responsable. Il faut payer plusieurs fois parce que je ne suis pas ivoirien et je ne suis pas béninois. Mais si j'étais béninois, il n'y a pas de souci. On regarde juste mon terrain, ma parcelle, et on me donne le tracteur, et j'ai un contrat que je signe, que j'ai un crédit à payer. Et tous les produits qui vont sortir de mon champ, c'est l'État qui suit avec les moniteurs. Et à fur et à mesure, je paye le tracteur. Quelqu'un qui a un tracteur et quelqu'un qui doit prendre la main-d'œuvre, il y a une très grande différence. Parce que si je dois prendre des manœuvres, 3, 4, 5 personnes, les nourrir tous les jours, c'est vrai, ils vont travailler. Mais quand j'ai un tracteur, si moi-même je suis formé, en une journée, je peux me faire peut-être 10 hectares. En 5 jours, peut-être que j'ai quelque chose de 50 hectares. Vous imaginez, moi j'ai fini de labourer mes 50 hectares. Mon tracteur, je peux le passer à mon frère aussi, qui a ses 5 hectares ou qui a ses 10 hectares. Au fur et à mesure, la population aura tout ce qu'il faut. S'il faut faire du maïs, s'il faut faire de l'arachide, s'il faut faire du coton. Et en plus de cela, l'État doit se mettre en tête que tous ces jeunes qui seront installés, il faut qu'on arrive à leur donner des fourrages dans leurs champs. Tout est possible en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de bonne volonté, comme vous l'avez dit, pour ces gouvernants qui sont là pour manger sur notre dos. On doit se lever, mais à un moment donné, quand tu vas pousser, il y a les moyens aussi qui sont là. Ou peut-être que celui qui est sur place, il va se donner 1 mois. Mais moi, je suis parti, je me suis donné 2 mois pour pouvoir faire ce que je pensais faire. Mais je suis parti pour 1 mois. Mais vous imaginez celui qui est là, qui n'a pas les moyens comme moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder. Une fois se déplacer, même le transport pour d'autres personnes qui étaient à Abidjan, aller à Jacquesville, à Dabou, c'est difficile pour aller voir CNRA. Et franchement, c'est très très difficile en Côte d'Ivoire pour pouvoir aider. Je me dis, ils n'ont pas la volonté. Et même si on veut vraiment s'impliquer, c'est très difficile. Il y a un certain moment, il faut qu'on on essaie quand même de leur dire quelque chose pour qu'ils soient sincères envers les jeunes pour pouvoir les aider.
C'est ce que je voulais dire. Si vous avez d'autres à ajouter, il y en a plein, mais il y a d'autres qui sont derrière. Nous avons trop duré. Il n'y a pas de Et problème. pour ne pas prendre trop de temps, on en parlera un autre jour. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Donc, vous passez une excellente soirée. Et bien des choses à toute la famille. C'est gentil. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. À vous et qu'il pareillement. vous donne longue vie. Amen. Merci beaucoup et à vous pareillement.